On entend souvent dire que les rois étaient signataires du statut. Or, la réalité est qu'aucun roi n'a jamais signé la loi statutaire. D'ailleurs, savez-vous qui sont les véritables signataires et dans quel contexte cette loi a été signée? Qui sont les artisans de notre statut? Allez, je vous donne un indice, ce ne sont évidemment pas les locaux, car à l'époque, très peu savaient lire et écrire. Pour bien comprendre l'esprit de cette loi si chère au cœur des Wallisiens et Futuniens, il faut remonter le temps jusqu'en 1958. On rembobine tout, on change d'hémisphère et de pays. La France est en guerre contre l'Algérie. 1958, c'est l'année où la 4e République s'est effondrée. La 5e se crée avec le retour du général de Gaulle. Cette année-là, il prononce à Alger ces mots célèbres « Je vous ai compris ». Il présage l'issue du conflit armé. L'Algérie obtient son indépendance en 1962. Entre-temps, 2 graves crises sociales et institutionnelles divisent la France. Toujours entre 1958 et 1961. Le FLN appelle à manifester pacifiquement. Le 17 octobre, 30 000 Algériens et leurs familles se rassemblent dans les rues de Paris. Face à eux, 10 000 hommes chargés de disperser cette manifestation interdite. La répression policière sera... C'est dans ce contexte d'urgence et d'instabilité politique que sera signé le statut de Wallis et Futuna. On s'arrête un moment et on revient au Fénois, mais toujours en 1958. Wallis et Futuna est encore sous protectorat français à cette époque. Mais plusieurs faits déterminants vont faire basculer le destin des 2 îles. Tout d'abord, la reine Aloysia Brial abdique sous la pression de ses ministres. C'est en septembre 1958. À noter qu'elle n'était pas du tout favorable au statut du territoire d'outre-mer. Le résident de l'époque aurait reçu également des instructions de la rue Oudinot pour l'écarter du pouvoir. L'accession au trône de Thomasi Kulimotoke II est un autre fait marquant. Et oui, il s'agit bien de Thomasi Kulimotoke II, car il y a eu un premier roi dénommé Thomasi Kulimotoke. Il arrive donc au pouvoir en mars 1959. Cela va tout changer. L'homme est, lui, favorable au statut de territoire d'outre-mer. Les traces écrites révèlent que l'Avelua Kulimotoke II va tout faire pour que la population vote oui au référendum. Un référendum qui se déroule en décembre 1959. La suite, tout le monde la connaît. Il y a par contre un détail que beaucoup ne connaissent pas. Celui-là. Les Wallisiens et Futuniens ont voté oui massivement au référendum avant même qu'une proposition de loi ne soit préparée. Et oui, on parle bien ici de proposition de loi, car il faut bien rappeler que le statut de 61 est avant tout une loi, spécifique certes, mais elle a suivi le cheminement classique d'une loi. Ceci explique donc pourquoi, dans la loi statutaire, les noms et signatures des monarques n'y figurent pas. Regardez par exemple à la dernière page, vous voyez les véritables personnes qui ont reconnu, promulgué le statut de Wallis et Futuna. Ces informations, nous les avons retracées, entre autres, dans ces ouvrages. Cet ouvrage collectif, celui-là, d'Alison Lottie, qui traite spécifiquement du statut de 61, ainsi que d'autres sources numériques en libre accès. Nous avons donc recoupé les informations diluées ça et là dans les écrits, et voici ce que nous avons retracé. L'homme ici entouré sur la photo, c'est Pelenato Fuluhea, alias Pulufengu. Il était roi avant Thomasi Kulimotoke II. Pelenato a lui-même été roi. Trop bon roi peut-être. En fait, il plaisait trop à ses sujettes. Il ne savait rien. Selon nos sources, cette photo aurait été prise en 1959 lors de la Garden Party du 14 juillet, quelques mois donc avant le référendum. D'autres traces écrites révèlent que Pulufengu a remis en main propre au général de Gaulle une lettre baptisée la lettre des 3 rois. Ce document aurait été signé par les monarques. On dit que la motion renfermait les demandes des rois, celles notamment de garder leurs coutumes et leur religion. Est-ce là peut-être la source de l'amalgame des monarques signataires du statut? Une autre trace écrite va nous mener à notre prochaine interrogation. Qui est à l'origine du projet de loi statutaire? Un court essai datant du mois d'octobre 1959 a été retrouvé dans les archives de l'évêché de Lanneau, à Wallis. Dans cette correspondance, les bases du statut actuel de Wallis et Futuna y sont présentes. Et son auteur est peut-être le même que celui qui a écrit la lettre des 3 rois portée par Pelenato Fuluhea en 1959.
L'auteur de ce court essai serait le même que celui de la proposition de loi statutaire. La quasi-totalité des historiens est formelle sur l'identité de cette personne. Il s'agirait de Monseigneur Poncet, vicaire apostolique des îles Wallis et Futuna. Aidé du résident de l'époque, Monseigneur Poncet a mis en forme le projet à envoyer à Paris. Il sera présenté à l'Assemblée nationale en mai 1961. Il ne sera discuté que 2 fois, les 11 et 18 juillet. Après modification, la loi statutaire est promulguée le 29 juillet 1961. Dès lors, ce jour est devenu journée territoriale. Pour résumer, le statut a été très vite adopté. D'une part, à cause du contexte d'urgence dû à la guerre d'Algérie. D'autre part, le manque de visibilité sur ces archipels du bout du monde, peuplés alors que de quelques 6000 Iliens. Il faut enfin mentionner un personnage clé. Voyez sa photo. Maurice Lenormand, premier député calédonien. Il a beaucoup participé au débat à l'Assemblée nationale sur le statut de Wallis et Futuna. Le rôle de Maurice Lenormand a été déterminant, si bien que certains Calédoniens qualifient aujourd'hui la loi de 61 de statut sous influence calédonienne. En clair, c'est un copier-coller de celui de la Nouvelle-Calédonie.